Bonjour tout le monde, bienvenue au 3e épisode du Coin des sciences. Yes. Moi et Carl, au rendez-vous. Ça va bien, Carl, toujours? Ça va super bien, ça va super bien. L'été continue Ouais, son chemin. ouais. Un peu les mêmes orientations que la dernière fois qu'on s'est vu. Oui, puis mouille, c'est dégueulasse. On continue ce planning estival. Aujourd'hui, en retard sur tout le monde, on va parler de l'interdiction des cellulaires et du vouvoiement. Et du Ouais. vouvoiement en classe. On va aborder l'éducation d'un niveau large sous cette nouvelle. Une nouvelle qui date, je sais. Mais bon, l'académique est tout le temps en retard sur traiter ces nouvelles-là. Ouais. Ça laisse du temps de réflexion, un. Et deux, on peut en discuter un peu plus longuement. On revient. Il y a eu des idées qui ont été faites. Pour venir ici, on a écouté l'entrevue qui a été faite il y a quelques temps avec Bernard Drainville, Ouais. Ministre de l'Éducation, sur ces questions. Donc, on va aborder, on va scinder en deux au début. Il y a un lien entre vouvoiement, respect et téléphone cellulaire qu'on va aborder en dernier. Mais tout d'abord, divisons ça en deux. L'interdiction du cellulaire en classe, primaire, secondaire, pour tout le monde, école privée et publique, dès la rentrée à l'automne 2025. Gros sujet. Gros sujet qui Gros fait jaser, sujet. surtout chez les jeunes. Nous, on n'a pas d'enfants, donc c'est pas... Ben non, c'est ça, je me dire, ce serait important qu'on contextualise notre relation à cet enjeu. On n'a pas d'enfants. Oui. On n'a pas d'enfants. On n'est pas ni enseignant au primaire ni au secondaire. On n'est pas... Oui, à l'université, c'est différent. À l'université, c'est très différent, malgré que... Je l'interdirais aussi à l'université. C'est ça. Je pense qu'on en parlera parce que j'ai vécu de réels enjeux dans mes derniers cours en tant qu'auxiliaire. Toi qui es chargé de cours dois avoir des enjeux similaires de ça n'a pas de bon sens comment est-ce que les cellulaires sont rendus présents en classe, même à l'université. Mais la réalité, c'est que on va parler de cet enjeu qui ne nous touche pas directement. Oui, mais ça touche un devenir dans le sens qu'on va avoir des enfants. On va avoir des enfants, c'est notre intention. C'est ça, moins. c'est l'avenir qu'on veut pour notre enfant et on était tous les deux d'accord avec cette directive du gouvernement. Exact. En fait, ils sont peut-être un peu en retard même. Parce que la littérature est assez probante depuis quelque temps. Je sais que M. Drainville l'avait expliqué en entrevue. Il a fait quand même une bonne entrevue. Que c'est la question de l'intimidation et de la police qui l'a influencé. Peu importe ce qui l'a influencé, tant mieux qu'il l'ait fait. Là, tu parles de l'entrevue à tout le monde en parle. Exact. Il y en a fait d'autres, je sais aussi. Oui, exact. Mais c'était le moment marquant qui, pour lui, qui a fait chavirer cette décision. Il était un peu moins enclin au début, puis ça l'a vraiment poussé. C'est un élément qui est tout à fait vrai et aussi excessivement préoccupant. Oui, puis moi, j'ajouterais qu'il n'est pas nouveau. Non. On a vécu, nous, on est amis depuis longue date. Mm-hmm. On a vécu le secondaire, pas à la même école, mais en même temps. Ouais. Mais nous, c'est le début des cellulaires chez les élèves, puis c'était très marginal. Mais l'intimidation sur les médias sociaux était déjà existante. Oui, mais c'est le début. Oui, c'était vraiment le début. Mais c'était déjà une problématique dans le sens que je n'étais pas très cool au secondaire. Et l'intimidation, j'y ai goûté sous toutes ses formes. Et je crois que la plus difficile que j'ai eu à vivre était celle sur les médias sociaux. Parce que nous, on est de la génération qui a vu Facebook naître. Facebook n'existait pas quand on est... Ben, je sais pas toi, mais moi, quand je suis rentré en secondaire 1, Facebook n'existait pas ou était... c'est marginal, c'est en 2009, je pense. C'était le début d'en devenir. Là. Mais bon, au début, c'était... Bon, c'est Mark Zuckerberg, son histoire, c'est très marginal. Quand c'est venu au Québec, Facebook, fin secondaire, oui. Fin secondaire, c'était parfaitement installé. Et moi, personnellement, j'ai vécu de l'intimidation sur les médias sociaux. Et c'était déjà intense à l'époque. Et je peux pas croire... Je veux dire quoi? J'ai gradué en 2011. Oui, secondaire 5 en 2011, là. Fait que ça fait 14 ans. Je peux pas croire que ça l'a pris 14 ans avant de se dire « Ouais, l'intimidation qui suit jusqu'à la maison, c'est un problème réel et le facteur principal de ça, c'est les cellulaires. » Nous, on avait
Mais moi, j'avais pas de téléphone intelligent au secondaire. Ça Mais commençait. il y en a même iPhone, je suis même pas sûr que c'est. Ben, il y avait les premiers iPhones, je me souviens. C'est BlackBerry qui était fort. Oui, C'est drôlement. drôle d'époque, hein? drôlement. mais tu sais, moi, j'avais un flip phone à clavier, là. Oh, oui. C'était beaucoup de gens, c'était ça. Sauf que ça n'a pas été long avant que ça se ramasse, que les médias sociaux se ramassent. Si l'intimidation sur les médias sociaux existait déjà, ça n'a pas été long que ça s'est ramassé sur le cellulaire avec le développement du cellulaire. Puis c'est surprenant que ça ait pris aussi longtemps au gouvernement avant d'allumer que le cellulaire est une source d'intimidation chez les C'est jeunes. une extension du milieu social scolaire qui te poursuit jusqu'à chez toi. Exact. Donc, il n'y a plus de refuge. T'as pas de safe space. Tu pourrais techniquement te couper des réseaux sociaux, mais tu te coupes aussi de support. Tu sais, en même temps, il y a du bien et du mal si tu fais cette technique-là. Ben oui, parce que, veux pas, on communique beaucoup par ça. Moi, je déteste les médias sociaux. Et je les garde sur mon cellulaire parce que la plupart de mes amis me contactent par Messenger ou Instagram. On s'appelle plus, on s'envoie plus ou peu de textos. Même nous, à l'époque, on se parlait souvent à l'époque, c'était MSN. Oui. On avait MSN. La bonne vieille époque. Mais n'empêche que si tu n'as pas ces plateformes-là, tu es un peu sorti de plusieurs cercles sociaux. Tu perds contact avec certaines personnes qui maintenant ne jurent que par ces plateformes-là pour communiquer. Pour beaucoup de gens, ils doivent au moins apprendre. Si tu veux aller en business, si tu veux... Beaucoup de métiers vont nécessiter une présence sur les réseaux sociaux. Exact. Beaucoup. Certains, plus spécifiques. Là, évidemment, les gens en construction ont un peu moins besoin, mais ceux qui représentent ces compagnies, ils ont besoin. Donc, il y a tout le temps une petite partie où tu dois l'être. Donc, tu veux au moins avoir les compétences. Donc, à cette heure, c'est un peu indispensable. Mais pour les jeunes particulièrement, on sait comment c'est l'école. L'intimidation, on n'éliminera pas ça. Là. On ne peut pas enlever ça. Mais on peut au moins essayer de limiter les dégâts. Et l'interdiction vient un petit peu dans ce sens-là. Il y a d'autres bienfaits à l'interdiction du cellulaire, je pense, et qui ont joué dans la balance aussi du gouvernement. Et des gouvernements, c'est de quoi qui vient de plus en plus important sur la Terre, je pense. D'autres gouvernements ailleurs l'ont fait. Et les bénéfices sont très grands. L'un des choses, c'est l'impact de l'écran chez les jeunes et de communiquer à travers l'écran. Beaucoup de gens du milieu scolaire, bon, on en entend, les jeunes, pendant les pauses, pendant les dîners, ils sont sur leur cellulaire, ils communiquent à travers ça et sont continuellement là-dessus, sur TikTok et tout. Le problème n'est pas tant le contenu. On peut se plaindre du contenu très certainement, mais c'est pas ce que je vais faire en ce moment. C'est plus la méthode de communication, particulièrement quand on est jeune. Parce qu'un cellulaire que j'ai pas dans mes mains parce qu'il sert à filmer en ce moment, quand on communique avec un téléphone, on n'est pas en face. Hein? On est en face. Ici, il y a un téléphone. Et même si on communique avec une personne, c'est inévitablement indirectement. Que ce soit sur X, Twitter, que ce soit sur Facebook, la seule chose qu'on rentre en contact physique réel, c'est notre écran. C'est pas la personne à qui on parle. Et le message qui est transmis à travers cette bidule est complètement déformé. Et ça, la recherche, ça fait longtemps qu'ils en parlaient en communication, en linguistique. Les mots, juste les mots, si on écrit un message, par exemple un commentaire, ça équivaut à moins de 10% du message humain. C'est fou. Le choix des mots, c'est rien. Ouais. Non. Donc, si on veut apprendre à des jeunes à communiquer, il faut, la première chose, c'est communiquer face à face. Apprendre ça. Ouais. Et c'est là qu'on voit l'émotion, c'est là qu'on peut réagir vraiment en direct. Et je veux dire, j'en ai fait des séminaires, on était très peu avec la pandémie. Il n'y a pas la réactivité d'être ensemble. Non. Même si nous, on était le cas le moins pire pour l'éducation, séminaire de doctorat, on était 5 étudiants. On est capable d'endurer, il n'y a aucun problème. Ouais, moi, j'ai eu des cours de bac pendant la COVID. C'est pas la même chose. 100 personnes sur un Zoom call. Là. Fait que, bref, si ta vie, c'est de communiquer à travers ça, ta vie, elle est déformée, ta vie sociale. Ouais. Puis peut-être même la réalité, il y en a qui c'est des cas extrêmes, où la réalité passe à travers cet écran, mais tu ne communiques pas avec la réalité à travers un écran. Tu vois qu'un cellulaire ou un ordinateur ou une tablette. Ouais. C'est ça ton monde. C'est si peu, mais si grand à la fois,
c'est un peu ça le numérique, hein? C'est une impression de grandeur, mais la réalité, c'est que tu ne vois qu'un écran. Ouais. Et l'écran, ben, il n'y a aucune façon d'avoir une communication directe pure comme en face à face, même en vidéo. Ben non, puis ça crée des... C'est ridicule, mais nous, comme je disais, on se connaît depuis tellement d'années, puis on a grandi sans cellulaire. Juste te voir là, m'expliquer ça avec mon cellulaire dans tes mains, à fixer le cellulaire en me parlant, j'ai trouvé ça angoissant parce qu'on a l'habitude de ne pas avoir ça entre nous quand on communique, tu sais, mais je pense que c'est l'anxiété que beaucoup de parents doivent vivre, c'est de chaque fois que tu t'adresses à ton enfant. Tu sais, moi, j'ai plusieurs amis qui ont des enfants. Certains d'entre Ben eux, oui, on est à l'âge, là. on est à J'en ai aussi l'âge, beaucoup. j'en ai de plus en plus, mais beaucoup d'entre eux vivent avec cette problématique-là, la problématique des écrans. L'enfant qui demande constamment les écrans et le parent qui est en combat constant. Et je lève mon chapeau à tous ces gens qui font le combat, là, puis je sais que des fois, vous abandonnez, mais comme continuez à vous battre, je le vois, je le sais, c'est pas facile, je vois les crises de ces enfants, mais c'est la détresse de parler à ton enfant, puis qu'il soit peu ou pas conscient de ta présence, parce qu'il est omnibulé par un truc qui est gros comme ça, qui prend toute son attention et qui l'extrait de la réalité qui l'entoure. J'ai fabulé. Je ne sais plus où est-ce que je m'en vais avec ça. Mais tout ça pour dire que c'est angoissant pour ces parents-là, je crois. Là. Ça doit être terrifiant de voir ton enfant complètement plus être là parce qu'il est omnibulé par un écran et que tu n'es plus capable de communiquer avec parce qu'ils n'ont pas appris les skills parce qu'ils ont tout le temps eu ça dans les mains. Puis chapeau, encore une fois, à ceux qui savent et ont su se battre contre ça et se battre au quotidien contre ça. Parce que c'est un réel enjeu de communiquer avec ces jeunes-là et d'être capable de briser cette barrière de l'espèce de trou noir. Oui, on va en parler de trou noir d'ailleurs. Oui, tantôt. c'était le clin d'œil que je faisais. Mais c'est ça, c'est impressionnant et terrifiant. Donc, pour en revenir à notre sujet principal, qui est l'interdiction des téléphones, pour moi, c'est sans sonner comme Poilievre, c'est du gros bon sens. Ah, t'as bien appris de... Ah oui, mais... On va pas le laisser monopoliser. Oui. Alors, chanteur à Infoman qui a fait l'histoire des... C'était bon. Bref, ça a été utilisé souvent comme terme. Mais oui, vraiment, l'écran... Oui, on en avait parlé dans notre épisode sur les jeux vidéo avec 2 spécialistes. Ouais. Puis c'est intéressant. Effectivement, il y a un apprentissage de l'écran qui doit être fait par les parents et en partie par l'école. Mais la place que ça prend dans la vie des jeunes, c'est trop maintenant. Il faut une interdiction, je pense, pour repermettre la socialisation face à face à l'école. Ouais. Il faut que les jeunes... La chose, j'ai bien aimé quand même l'entrevue de M. Drainville à Tout le monde en parle. Sauf une chose, c'est cette idée de on doit occuper les jeunes. Les jeunes vont s'occuper. S'ils ont 1 million de fois plus d'imagination que nous, je ne suis aucunement craintif qu'ils vont trouver de quoi faire du sport, socialiser. Je veux dire, on a connu ça. On n'était pas désemparés par l'absence de cellulaire. Je mets un bémol. Je joue l'avocat du diable. Je suis partiellement de la même opinion. Ma crainte, encore une fois, je n'ai pas d'enfant. Ma crainte, c'est est-ce que l'utilisation constante et généralisée de l'écran et du cellulaire aurait eu, je n'ai pas les données scientifiques, là, mais aurait eu un impact de minimiser la capacité des jeunes à avoir cette imagination-là qui a fait partie de notre enfance. Parce que nous, quand on était jeunes, il n'y en avait pas d'écran. Ça n'existait pas. Je veux dire, on avait la télé, là, mais tu sais, même, on n'avait pas d'ordinateur à la maison avant que je sois milieu primaire, là. Puis même là, on était choyés comme famille d'avoir un ordinateur. Toi, je pense que c'était ton beau-père. Oui, on avait dans une l'informatique, c'est ça. On faisait des lampes de StarCraft 1. Oui, c'est ça. Vous autres, vous aviez une situation particulière, mais nous, on n'avait pas ça. Là. C'était nouveau, puis c'était dans le bureau de mon père, parce que lui, il avait une entreprise, puis c'était son ordi de bureau, puis c'était une grosse écran LED, puis pas LED, mais LED. Mais tout ça pour dire que nous, on a été lancés dehors, aller jouer. Savez-vous de notre créativité?
des fois, je passe à côté d'un parc, puis la moitié des jeunes ont un cellulaire dans les mains. Ah oui, Puis je me dis, est-ce que... Bon, le ministre Drainville qui nous dit qu'il va falloir leur trouver des choses à faire. Est-ce que, partiellement, ils ont perdu cette capacité de créativité? Parce on dit souvent qu'on perd cette espèce de cœur d'enfant-là en vieillissant, on perd notre créativité, on devient, tu sais, à cause du travail, à cause de... Mais est-ce que, à cause de l'écran, est-ce qu'on a minimisé la capacité chez les enfants, les adolescents, d'avoir cet esprit créatif qui leur permettrait de se trouver des choses à faire? Je pense, si on veut y aller scientifiquement, il faudrait demander à des experts pour s'il y a des questions d'imagerie cérébrale qui ont été faites. Est-ce qu'il y a des dommages permanents? Ça, ce serait une question à savoir. Je pense qu'il y a quand même une question de probabilité là-dedans. Il y a des gens que ça va affecter plus que d'autres. Ouais. Il y a des jeunes qui vont être moins affectés par ça. Ils vont être capables d'avoir plus rapidement une créativité. Et ces jeunes-là peuvent être des leaders, de dire, moi, je vais aller jouer au basketball. C'est pas très, très compliqué, là. Je vais aller jouer au basketball. Non, c'est prendre un ballon, trouver des gens, puis y aller. Des fois, c'est très simple. Surtout au primaire, on est très actifs dans les cours d'école. Ouais. Secondaire, il y a une dimension sociale qui est très importante. Ça peut être un peu plus compliqué, j'en suis conscient. Et là-dessus, il avait raison, le ministre. Des fois, c'est juste acheter des jeux d'échecs. Bien comprendre le milieu, les écoles doivent faire ce travail-là, puis peut-être donner un meilleur équipement pour faire autre chose. Il y a un support à faire, effectivement. Mais à moyen et long terme, je ne suis pas inquiet. Effectivement, mais à court terme, oui, je pense qu'il va y avoir un effet un peu de « oui, mais on fait quoi, là? » Ce qui en emmène un peu aux petites révoltes étudiantes qu'on a vues. Révolte. Révolution. On est loin du marxisme, là. non, bien sûr. Mais au moment où est-ce qu'on tourne l'épisode, on ne sait pas encore trop ce qui se passe avec ça, mais il y avait eu une montée, les jeunes s'étaient rassemblés, puis il y avait une intention de faire la grève. Encore une fois, on ne sait pas à ce moment-ci si ça a eu lieu ou non. Mais... encore une fois, je sais pas où je m'en allais avec ça. Oui. Tout ça pour dire... Oui, c'est ça. C'est que ce que les jeunes disaient... Moi, j'ai entendu une entrevue ce matin même au 98.5 avec Patrick Lagacé. Il y avait un jeune qui, justement, de ce mouvement de jeunes-là, qui voulait, dans le fond, faire la grève de l'école due à la mesure de l'arrêt des cellulaires. Puis... Bon, chapeau à cette personne d'avoir été parlé à la radio... Avec Patrick Lagacé aussi. Là. Oui. Je pense qu'il est gentil avec les gens. Non, il a été très... mais c'est intimidant. Là, Oui, ben c'est exactement. Là. Bravo à cette personne. Je m'excuse, son nom m'échappe. Mais tu sais, avoir 16 ans, aller parler à la radio nationale comme ça, c'est vraiment pas... C'est pas une radio nationale, là, mais... Bon, locale, mais c'est la radio... puis c'est la radio la plus écoutée au Canada quand même. Là. Fait que n'empêche, ça prend du courage, mais l'élément qui revenait beaucoup, c'était qu'est-ce qu'on va faire nous autres? Qu'est-ce qu'on va faire? Puis je suis d'accord, mais en même temps, moi dans ma tête, je me suis dit, là, qu'est-ce que vous allez faire? C'est correct, des fois, de s'emmerder entre les cours. On l'a fait, nous, là. On a survécu. Puis des fois, mieux vaut s'emmerder que d'être sur TikTok, là. Oui, puis là, encore une fois, là, c'est notre perception de gens qui a peu d'intérêt pour ces choses-là, mais n'empêche que je me dis, Mais c'est une perception d'une grande partie de l'expérience de l'humanité. Oui. Dans le sens, il n'y a pas eu de cellulaire depuis des milliers d'années. Oui, puis il y a eu de l'école depuis moins longtemps là, qu'on est là, mais... Puis en même temps, c'est important de s'emmerder pour réfléchir. Mais, est-ce que s'ils veulent faire la grève, même si dans un mois, là, ça continue, là, l'émission va sortir dans environ un mois, même si c'est un peu plus fort, là, il va y avoir les examens finaux, là, donc je ne sais pas s'ils vont vouloir vraiment y aller là, mais ils peuvent quand même continuer la grève prochaine année. Je les encourage, si c'est vraiment ce qu'ils veulent, s'ils ont des convictions. C'est un gros apprentissage de faire une grève. Oui. À mobiliser des gens, à trouver des arguments. C'est un peu ça qu'il leur faut, là. Parce que le gouvernement arrive avec des arguments béton. Ouais. Donc, moi, j'ai
allez-y. Jamais je vais aller contre une grève. Mais une grève, il y a une façon de la faire. Il y a une mobilisation à faire. Il y a un apprentissage énorme, surtout pour des jeunes. Ça serait fabuleux s'ils puissent arriver à le faire. Je pense pas que ça va changer quoi que ce soit. Non, parce le que... gouvernement semble très décidé dans cette chose-là. Il a Oui. les arguments pour. Je suis pour que le gouvernement tienne son bout. Mais s'il y a un apprentissage qui peut être fait en plus par les jeunes de tout ça, ça serait le scénario le meilleur, je pense. Oui, absolument. Absolument, je suis 100% d'accord avec toi. Je pense que la liberté de grève, la liberté d'expression, la capacité à, justement, comme tu dis, se regrouper, prendre des décisions, puis dire comme ben, nous, on n'est pas d'accord, c'est un excellent apprentissage. Puis c'est le début de la vraie vie. Là. Mais il faut vraiment des arguments. Mais c'est ce que le conseil. Il faut que ça soit réfléchi. Vous avez tort. Mais. Non, c'est pas tort. C'est qu'il y a quand même, c'est vrai, des certains points positifs. Oui. Mais les points positifs sont complètement tassés par les points négatifs, selon moi. Oui, ben non, mais là, j'étais rabat-joie. Là, oui, mais... c'est ça pour dire que je faisais une petite blague, mais... Non, c'est très bien que... Non, mais c'est pas nous qui va rire de gens qui veulent faire la grève. Non, exact. C'est excellent que vous vous opposez, mais faites-les de la bonne façon. Faites-les ancrés dans... Il y a un travail. Travail à faire. Il y a un travail à faire pour se monopoliser puis faire une grève qui est pertinente. Il faut faire le travail comme du monde. Oui, puis on s'attend... On le prévoit un peu, ça va être un échec. Un échec d'une grève, c'est normal. Les grèves qui ne fonctionnent pas puis qui n'atteignent pas leur objectif, il y en a une tonne. Oui. J'en ai connu. Oui, on en a vu. Oui, puis on veut un peu oublier après. Mais il y a un apprentissage, il y a de quoi de très bien. Puis si c'est dans des convictions, ça vient vous chercher, s'il faut le faire, il y a un apprentissage démocratique là-dedans. Absolument. Absolument. Mais la démocratie, c'est pas juste aussi les personnes qui font la grève, c'est l'entièreté de la société qui semble... Il faudrait voir des sondages, mais il y a quand même un bon appui à cette loi. C'est pas tout le monde qui est d'accord, évidemment, comme n'importe quoi, ce qui est très bien. Ouais. Mais il y a quand même un grand appui, puis aussi par les enseignants, enseignantes. Oui, ben pour eux, je pense que ça va être majeur, le changement. Mais je pense que de façon, pour notre société, en soi, je pense que ça va être un changement majeur. Moi, personnellement, en tant que jeune adulte qui prévoit avoir des enfants dans les années à venir, c'est une de mes sources d'inquiétude principales par rapport à la gestion de mon enfant. Une gestion de l'enfant dit comme ça. Ben non, mais gérer le développement de mon enfant, je veux dire, c'est ce que tu fais. Accompagner l'enfant dans son développement. Oui. Il y a des aspects de l'environnement qu'on ne peut pas décider. C'est la société qui amène. Exact, mais c'est ça. C'est quand je dis de la gestion, c'est que ça nécessite un aspect de gestion. C'était déjà... je veux dire, bien des parents l'ont eu, ce problème-là, surtout avec l'écran. Mais tu sais, si tu interdis juste toi-même, ton enfant, d'avoir un cellulaire, il va se faire intimider à l'école. Il n'y a pas de cellulaire. Absurde, c'est ça. Donc, tu veux le protéger de l'intimidation, mais il risque de se faire de subir de ça dans le contexte actuel. Maintenant, avec la nouvelle loi, là, ça devient peut-être plus intéressant. Exact. C'est plus facile. C'est plus facile d'avoir un cellulaire parce que tu sais qu'il ne peut pas l'utiliser à l'école. Ouais. Donc, pour contacter les amis après, pour contacter l'employeur ou les étudiants sur la 5, OK. Exact. Mais ça devient plus facile, je pense, pour les parents. Une chose que j'ai vue que des professeurs s'inquiétaient, c'est évidemment la question de l'applicabilité. Oui, c'est facile dans une classe. Là, tu le vois cellulaire, tu peux le confisquer. Il y a de quoi qui se fait. Dans les pauses, entre les cours, sont 15 minutes. OK, on peut surveiller, on peut... mais quand ça vient à la cour d'école en général, à l'heure du midi, les gens qui sortent de la cour d'école, comment on applique? Puis ça, c'est une petite critique que j'aurais au gouvernement. Là-dessus, j'en ai pas beaucoup, mais je pense que c'est bien. C'est peut-être donner un guide aux écoles. Parce que là, les écoles vont décider par eux-mêmes. Je sais que les écoles ont la compétence pour le faire, mais au moins avoir un certain barème aurait peut-être aidé de la part du ministère. Et aider aussi, parce que les professeurs, ça va être eux qui vont le faire. Hein? Il y a les surveillants, il va y avoir les profs. Ça va être leur job. Encore un job de plus. Mais là, tu vois, ici, c'est là que je suis un peu en désaccord avec toi. Je t'explique. J'ai l'impression, puis ça, je l'avais avant, quand il commençait à parler qu'il allait faire la loi, puis ça s'en venait, puis whatever. J'en discutais avec une amie, puis je lui disais, bon, tu vas voir, je dis, check bien ça.
il va y avoir une montée aux barricades des professeurs et de certaines commissions scolaires parce que ça va être trop compliqué puis ils ne sauront pas quoi faire. Quand en réalité, c'est eux qui demandent ça depuis vraiment longtemps. Puis mon problème avec ça, c'est que j'ai l'impression que le ministre Drainville a répondu aux demandes. Et là, automatiquement, il se fait dire « Ouais, mais là, on va faire ça comment? C'est donc compliqué. » Mais j'ai l'impression que s'il avait dit comment le faire... Mais je pense pas que la résistance est si intense. Ben moi, j'ai entendu Dans le sens, beaucoup d'entrevues. Juste un petit guideline, juste pour diriger un petit peu. Oui, mais à seconde qu'il fait un guideline... Mais après, les écoles font ce qu'ils veulent. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que à seconde que le gouvernement fait un guideline, après, les commissions scolaires disent « Ouais, mais là, ça peut pas s'appliquer à tout le monde, ça fait pas de sens, ça marche pas. » Il y a tout le temps une levée de bouclier. Puis là, je pense que le ministre Drainville a juste fait « Hey, on a une bonne idée. Démardez-vous. » Vous l'avez demandé, ça fait longtemps que vous nous demandez ça. Vous voulez un levier pour être capable de dire « On n'a pas le droit. » Mais je pense que peu importe ce qu'il aurait dit, il y aurait quelqu'un qui aurait fait « Ben là, on peut pas appliquer ça à tout le monde, ça marche pas pour tout le monde. » Fait qu'il y aurait eu de la critique anyway. Je pense qu'il aurait été pertinent que le ministère fasse sa job dans cette question-là. C'est qu'il y a déjà des écoles, c'est interdit. Ils sont capables. Ouais. Donc, il y a une applicabilité. Juste ressortir les aimants qui font ces écoles-là. Voici des idées. Ceux-là fonctionnent. Inspirez-vous de ça. Ouais, je comprends. Au lieu que chaque école aille voir ce qui se passe dans ces écoles-là, ce qui va créer beaucoup de demandes d'information, le ministère va chercher l'information et redistribue. Oui. Absolument, c'est un bon point. C'est le même principe que l'impôt. Hein? Oui. On prend, on redistribue. mais cette idée-là, je pense, aurait été... C'est une micro-critique sur un projet de loi plus large. Puis ultimement, je pense que ça va quand même bien se passer. Il va y avoir des erreurs, sûrement, dans certaines écoles. Ouais. Ils vont s'adapter. J'ai pas de peur pour les profs. Non, c'est un je comprends bon aussi parce qu'on leur en met beaucoup tout le temps. Puis des fois, il y a un petit genre, hey, mais là, à un moment donné, oui, le salaire augmente. Là, ils ont quand même une meilleure augmentation du salarial que certaines fois dans le passé. Ouais. Mais quand même, c'est une charge de travail qui est lourde. Et que quand ça va être en place, je pense que ça va aider leur charge de travail. Ça va peut-être diminuer, rendre le travail plus agréable. Ouais. J'ose espérer. Ben, OK. Je suis d'accord. Tu as des bons points. Je n'en viens qu'à dire que je pense que je suis tellement peu souvent d'accord avec les décisions prises par la CAQ que pour une fois... c'est bizarre. Je vais défendre le ministre Drainville en disant il a répondu aux demandes et aux attentes. Oui, puis il peut encore le faire. Il peut encore le faire. Il a le temps de le faire. Il a le temps de il est arrivé avec un projet de loi qui a de l'allure. Quand on enregistre. Oui, exact. C'est pas une piège d'envoyer. Hey, t'as pas vu ça. Non, c'est juste une idée. Je comprends. Plus qu'une micro-critique est plus une idée que... Oui. Non, pour améliorer, parce que je veux que ça marche. Oui. Il faut que ça marche. Il faut que ça marche, ça c'est sûr et certain. Puis d'avoir un minimum de barème, ça peut ne faire qu'aider. J'ai juste l'impression que peu importe peu importe les barèmes qu'il aurait donnés, il y aurait quelqu'un qui aurait fait « Ben là, ça s'applique pas à tout le monde, ça marche pas. » La taille des écoles, des terrains d'école. Il y a beaucoup de facteurs. En ville, à Montréal, c'est différent parce que les jeunes se prennent en autobus qui est non scolaire. Puis ils sont plus faciles. Beaucoup de facteurs. C'est sûr qu'un accompagnement serait pas déplaisant pour aider les écoles et les commissions scolaires à mettre ça en place. C'est ça du leadership. Oui, définitivement. Là, le ministre a répondu aux demandes. Ouais. Là, c'est son leadership qui va transparaître dans les prochains mois sur cette question-ci. S'il y a d'autres questions, on peut... Puis il y a encore plusieurs mois. Là, on a encore beaucoup de temps pour mettre ça en place. Je peux pas croire qu'on va pas trouver des solutions. Puis que ça va bien franc, là, même si ça marche un peu moins bien, on peut retarder ça à l'hiver. Je veux dire. Ça prendra le temps que ça prendra, tant que ça se met en place. Il n'y a pas de problème, pas besoin de faire ça rapidement. Ouais. Je pense que c'est tout à fait possible, dans ce cas-ci, de faire ça à la prochaine rentrée scolaire. Puis qu'on soit prêt. Hein. Et que les jeunes soient prêts. Ils ont l'été aussi pour se dire « OK, c'est ça qui va arriver. » Je suis mieux d'avoir des amis. Qui parler. C'est triste, ça. Dis de même. Dis comme ça. Il faudra que je me fasse des amis. C'est pas juste TikTok, là.
Mais On rit, mais c'est pas drôle. ça arrive au deuxième volet de ce projet de loi, le vouvoiement. Oui, oui. Le vouvoiement, c'est pas quelque chose que j'aurais été pour lorsque j'étais au secondaire. Donc, je comprends la réticence de bien des gens. Aujourd'hui, avec l'expérience, surtout avec le contact avec la société japonaise et le respect qu'on y trouve là-bas, je suis incapable d'être en désaccord. OK. Mais le vouvoiement seul ne suffit pas. Et ça, Drainville en avait parlé aussi. En fait, il l'avait mentionné. Ça s'inscrit dans un plan plus large. Ouais. Évidemment, il faudrait voir c'est quoi ce plan plus large. Je suis content qu'il y ait un plan plus large. Oui, il n'y en a pas parlé non. encore à ce jour où nous enregistrons. Oui. Parce que tu l'as pas mentionné, mais le but, selon le ministre Drainville, c'est que le vouvoiement faciliterait l'apprentissage du respect envers la direction, les enseignants, etc. Problème qu'on vit ces dernières années, beaucoup de professeurs vivent de l'intimidation des élèves, l'augmentation de la violence envers le personnel. Donc d'obliger le vouvoiement, selon le ministre Drainville, fait partie d'un plus grand plan pour instaurer un apprentissage du respect à l'école. Donc, ça, par rapport à ça, toi, ce que tu dis, c'est que tu es d'accord, ça fait partie d'un plan plus grand. Plan il faut qu'on un n'a pas plan encore vu. Exact. Il faut de quoi de plus? Parce que le vouvoiement seul, chez les jeunes au primaire et secondaire, est-ce que ça va avoir un impact culturel? Parce que c'est un peu le seul objectif. C'est aussi d'augmenter le civisme dans la société québécoise, qui n'est pas, je veux dire, en termes de société, on n'est pas dans les pires, là, je pense. Là. Ouais. On a quand même un certain civisme. Un civisme relatif, évidemment, si on se compare au Japon, on va avoir de la misère à les accoter. Mais on peut, je pense, l'augmenter. Il y a des bienfaits à ça, de vivre dans une société où on est plus respectueux. Ça commence beaucoup à l'école. Ouais. Ça commence à l'école et dans la famille, les deux. Oui. On parlera de la famille tantôt. Mais là, on est à l'école parce que c'est le projet de loi qui touche ça. Je pense que ça peut vraiment aider. Ça s'inscrit dans ce plan-là. Si d'autres membres de la société, entre autres nos politiciens, participent, parce que le respect en politique... c'est en train de prendre le bord en maudit. L'Assemblée nationale, si on compare à la Chambre des communes l'an passé, c'est sûr que ça a l'air d'être beaucoup mieux, mais là, quand la même semaine, tu fais ce projet de loi-là pour dire que c'est important le respect, puis qu'on voit le premier ministre péter sa coche puis insulter du monde... C'est honteux! Exact! Puis faire finalement ce théâtre-là. Est-ce qu'on est dans l'exemple? C'était tellement théâtral. Oui. C'était excellent. C'était excellent. Il y a, à un moment donné, les politiciens, il faut qu'ils suivent aussi dans ce qu'ils veulent. S'ils veulent amener plus de respect, il y a déjà des mécanismes à l'Assemblée nationale pour le respect qui marchent semi. Oui. Mais il y a une question personnelle des élus à... C'est quoi déjà qu'elle dit? C'est dans le livre où le mot est interdit. C'est quoi qu'elle dit? Au million de mots interdits qu'il y a à l'Assemblée. C'est incroyable. Il y en a tellement. Puis tout le monde veut être créatif pour ne pas suivre ces mots-là et créer. Mais on va lui donner... son nom m'échappe, là, mais... oui, la présidente de la Chambre. Qui fait un très bon travail. Un travail incroyable. Sa capacité à... Mais on dirait une garderie. On dirait une garderie. Puis là, les jeunes, ils regardent ça puis ils disent « Eux veulent que moi, je sois plus respectueux. » Oui. Il y a un petit... il va peut-être avoir un peu d'aliénation, là, tout à fait légitime. Ouais. Cela dit, c'est vrai, les profs, les enseignants subissent des problèmes là, de violence verbale. Des fois, de violence physique, mais ça, c'est un autre cas aussi. Mais de la violence verbale qui peuvent être très forts. Oui, on peut envoyer promener quelqu'un en le voyant, mais si ça s'inscrit dans le cadre plus large et à plus moyen long terme, on peut réduire ça. Mais là, je vais ramener la question de la famille. C'est plus large que l'éducation. Ouais. Il y a de quoi qui est dans la famille, chez les parents. Et aussi, parents, professeurs. Ouais. L'un des graves problèmes, on les traite souvent, les jeunes générations d'enfants rois. C'est vrai, enfants reines, là, si on veut être ouvert. C'est ma tante qui a la meilleure réplique à ça. Qui est dans le milieu de l'éducation au primaire. Okay. Le problème, c'est pas les enfants qui sont rois, c'est les parents valets. Ah, c'est bien dit, hein? C'est les parents qui traitent leurs enfants de telle sorte. Et surtout... Bravo, tante Michael. Oui, c'est une très gentille dame. Oui.
Mais c'est vrai, puis elle le vit, ma tante. Mhm. Les parents arrivent à l'école, c'est eux qui sont violents des fois avec les professeurs, les Mhm. enseignants. Puis t'as le jeune à côté qui voit ça, OK, c'est comme ça qu'il faut être. C'est un très mauvais exemple. Puis bon, s'ils sont des enfants, ouais, le problème avec les enfants, ce sont jamais les enfants. C'est tout le temps de la manière qu'on les élève, le problème. Ouais, puis ça, C'est l'environnement en général, la famille étant un des plus importants, Ouais. et souvent la cause de ces comportements-là. Ouais, puis le rendu là, après, c'est de se regarder soi-même et de voir l'impact que nous, on a Oui. sur nos enfants. Oui. Puis là, ben, l'autocritique, c'est quelque chose qui est très difficile. Oui. C'est pour ça que ça va prendre du temps, hein, ce Ouais. plan-là. Il ne faut pas attendre des résultats dans 10 ans. Non. On parle de résultats dans 50 ans. Ouais, exact. De mon point de vue, parce que moi, je suis aussi d'accord. Je suis d'accord avec ce que tu dis, puis il faut que ça fasse partie d'un plan plus gros. Mais je pense que ça vient un peu s'insérer, je crois, dans le plan CAQIS de... Tu sais, ils ont commencé un nouveau cours, là, Citoyenneté québécoise. Je pense qu'ils veulent instaurer une espèce de changement culturel au Québec. En termes d'instaurer les valeurs québécoises de façon plus claire dans le curriculum scolaire. Chose à laquelle, bon, j'ai pas vu le cours. Oui. Mais ce que j'ai suivi, c'est que les spécialistes qui ont monté le cours ne sont pas nécessairement d'accord avec la vision du gouvernement. Okay, ben ça, et par exemple, ce que la ministre Guilbeault avait dit, un peu de chauvinisme dans le cours, ce dont j'étais complètement en désaccord, ce n'est pas dans le cours. On n'instaure pas, de ce que j'ai suivi, cette idée que la nation québécoise, elle est très grande et blablabla. Cette idée qui peut amener une certaine supériorité du chauvinisme, finalement, de la culture, mais qui peut avoir de très bons éléments, qui ont quand même fait un cours d'actualité avec ce cours-ci, qui est bien ancré et basé sur de l'information réelle. Bon, au moins. Mais tout ça pour dire, j'ai pas vu le cours. Mais ça s'inscrit. Dans leur désir, je crois, d'instaurer un changement de culture au Québec par l'éducation. Chose qui peut être très positive. Oui, puis chose qui est la façon de faire. Hein? Tous les gouvernements qui veulent contrôler la population passent par l'éducation. Oui. C'est un contrôle. Oui, c'est un contrôle. Système idéologique. Idéal pour contrôler une population, c'est l'éducation. Absolument. Mais utilisé à bon escient peut avoir des effets excessivement bénéfiques. Parce que si, au contraire, tu apprends à travers ce système-là la pensée critique, là, c'est une autre chose. Exact. Et ce cours-ci semble avoir de la pensée critique dedans. Il faudrait le décortiquer. Mais ça s'inscrit dans cette idée-là. Donc, au début, j'étais un peu sceptique, le cours. C'est sûr, pour moi, c'est difficile parce que je suis étudiant en religion et sciences des religions. Oui, ça a remplacé le cours d'éthique et qu'on culture enlève religieuse. Le cours d'éthique et culture religieuse, pour moi, c'est Mais il y a de la religion dans le cours. Ouais, apparemment, comme je te dis, j'ai pas été en mesure de décortiquer ce cours, mais n'empêche que moi, j'y voyais beaucoup de mon intérêt pour les religions, et même si je suis absolument pas religieux moi-même, mais mon intérêt pour cette partie qui fait partie de l'humanité, cet élément culturel c'est comme l'économie, c'est comme hyper l'art, important chez l'être humain, me vient on l'a vu avec le nouveau pape qui a été élu, exact. Comment c'est grand. Hein? Je trouvais ça fascinant, puis c'est pas tout ça que j'étudie, mais j'ai suivi le conclave avec intérêt parce que c'est excessivement important pour l'humanité. Les gens qui ça a une importance pour beaucoup de gens, fait que ça va avoir une importance sur tout le monde qui sont en contact avec ces gens-là. Puis c'est comprendre le monde, surtout au secondaire, fin de secondaire. Exact. Cette nécessité, il faut comprendre les questions économiques, les questions politiques, les questions sociales, culturelles, mais aussi, ça inclut religion aussi. Exact. Pas parce qu'on veut, puis que c'est le fun, puis l'idée n'est pas de propager une religion. Exact. C'est d'être critique, au contraire. Les religions, c'est une des choses qu'il faut être le plus critique à l'école secondaire, pour diverses raisons. Même il y aurait d'autres sujets peut-être qu'il faudrait être un peu plus critique, comme l'économie, mais il n'y a pas beaucoup de cours d'économie, donc... non, c'est ça, pas non plus. Mais bon, c'est un autre problème. C'est ça. Pour en revenir au vouvoiement, moi, j'ai un questionnement. Moi, j'ai une certaine... J'adore regarder les vidéos de radio et de télé d'époque des années 60-70 du Québec, où tous les animateurs ont leur magnifique accent québécois d'antan, puis qui vous voient, et puis ils ont une éloquence que j'ai l'impression qu'on a perdu beaucoup dans notre langage. Par exemple,
Non, je devrais dire cependant. Euh, j'ai l'impression que les gens, aujourd'hui, trouvent que le vouvoiement crée une espèce de distance, ce qui explique beaucoup pourquoi beaucoup de gens chialent contre Radio-Canada parce que les animateurs se vouvoient et ils trouvent que c'est impersonnel. Je me demande si le retour au vouvoiement va avoir un effet négatif sur la perception qu'ont, même les autres, euh, les étrangers, les Québécois, qu'on est accueillant et qu'on est... euh, on a cet effet de proximité au Québec qui fait partie de notre culture. Les Québécois, c'est des fêtards, c'est des gens qui sont, tu sais, qui se recueillent, qui font le party, qui sont accueillants et enjoués. Est-ce que de retourner à un niveau de vouvoiement, je suis pour le vouvoiement à l'école. Tu sais, moi, je viens de l'école privée, puis nous, c'était obligatoire, puis je pense que ça l'a Parce que fait. ça va avoir un impact culturel à long terme, dans le sens que les gens Exact. qui apprennent dans ce système-là vont être, vous voyez plus des chefs d'entreprise, des professeurs Exact. universitaires, des journalistes, des politiciens. Ça va avoir une répercussion, pas à court terme, mais à moyen et long Mais à terme. moyen long terme, est-ce qu'on s'éloigne de cette identité québécoise de proximité, de... Ben, si on parle d'identité québécoise, elle est constamment contemporaine. Donc, dans 10 ans, elle sera là, point. Mais si j'arrive avec l'exemple du Japon, qui a une société hautement hiérarchisée socialement, Ouais. il y a une façon de parler au bon moment. Ouais. C'est une société excessivement accueillante, excessivement qui festoie aussi beaucoup. Oui, Je pense qu'on est tout à fait capable de faire les deux. oui, puis c'est quelque chose qui est choquant pour les gens qui n'ont jamais été au Japon. J'avais été... Oui, je pense qu'il y a cette image aussi. Oui, oui, mais... les Japonais, les Asiatiques en général. Mais c'est quelque chose que, tu sais, quand j'avais été te visiter au Japon en hiver 2024, 25? Non, Non, il y a... 24, hiver 2024, pendant que tu faisais de la recherche. Puis moi, ça a été le truc le plus marquant, c'est le niveau de politesse. Quand tu y goûtes, tu veux pas retourner? après, tu regrettes. Ah. Parce que tout le monde est poli, tout le monde est accueillant, tout le monde... C'est le niveau de politesse envers autrui est beaucoup plus élevé qu'on est capable de s'imaginer, même si je le savais déjà, parce que tu me l'avais dit. Oui, mais le vivre, c'est autre chose aussi. Mais le vivre, c'est hallucinant. Fait que c'est sûr que pour moi, c'est comme, wow, OK, si ça crée ça, si c'est vers ça qu'on s'en va, let's go. Mais en même temps, il y a une certaine froideur à quelque chose qui est autant hiérarchique et autant axé dans les formules de politesse préétablies. Oui, mais bon, même si on parle de vouvoiement, tutoiement, on parle de deux niveaux de langage et d'un seul pronom qui change. Au Japon, on parle constamment plus de niveaux de langage, beaucoup plus de différences linguistiques marquées selon le contexte social. On n'est pas là, on ne sera jamais là. Non. On n'a pas l'histoire pour aller vers ça. Peut-être dans 1000 ans, là, mais d'ici là, de notre vivant, là, si on fait une distinction, deux niveaux, vouvoiement, tutoiement, c'est déjà une certaine distinction. Puis bon, entre amis, quand on rencontre des gens, collègues au bar, on s'entend que c'est du tutoiement qui va tout le temps être là. Ah oui, oui. Puis c'est bien comme ça. C'est comme ça au Japon aussi, là, quand on boit, on parle à un niveau de langage très familier. Ben, très familier, ça dépend. Moi, j'étais en région, donc c'est pas mal plus familier en termes de langage. OK. Mais c'est très plaisant, c'est très accueillant. Il y a pas je ne sens pas une barrière due au niveau de politesse linguistique. Ça va beaucoup être plus au niveau de comment tu dois agir. Dans mon cas, c'était en tant qu'anthropologue. Je devais être anthropologue. C'était attendu de moi que je sois anthropologue. Il n'y a pas de... On va essayer de contourner un peu les règles puis d'être comme un local. Non, je suis anthropologue, je dois agir comme tel. Ça amène plus une barrière que la question linguistique en soi. Intéressant. Mais bon, ça, c'est le contexte japonais. Ici, c'est très différent. Je pense pas du tout que le Québec va être affecté dans cette jovialité, dans cette approchabilité qui est marquant depuis Belle Lurette, là, au Québec. Bon choix de nom. Puis qui est très bien. Je pense que le gouvernement va juste ajouter à le fait, par exemple, si ça... On fait de l'hypothèse. Si dans 20 ans, on se met, par exemple, les employés d'hôtel à bien vouvoyer les personnes qui arrivent, à leur dire « Bonjour, comment vous allez » au lieu de « Comment ça va ?»
ça va juste ajouter un charme. Ça va changer le charme, en fait. Ouais. C'est charmant aujourd'hui. Ça peut être charmant dans 20 ans si on est plus poli. Plus poli. C'est peut-être déjà le cas, c'est peut-être qu'on va juste pas dans des bons hôtels. Oui, c'est vrai qu'on va pas souvent dans des hôtels au Québec. Bon point, bon point. Ils sont sûrement très polis à la base, Oui, là, oui. dans les hôtels. Mais même si on ajoute un niveau de politesse dans les restaurants et tout envers les étrangers, ça va juste faire que c'est ça la culture québécoise dans 10 ans. Mhm. Puis si ça change pas, ça va être ce que c'est dans 10 ans sur cette question-là, puis ça va être aussi très bien. Il n'y a pas de hiérarchie culturelle à faire là-dessus, mais je pense qu'on peut hypothétiser que ça va avoir un effet positif à moyen long terme. Ben, j'y crois. Je suis pour. Ah, Je suis- écrivez-nous en commentaire pour ou contre le cellulaire en classe. Je me sens comme à la commission. Hein. Écrivez-nous! Mais moi, je suis un peu radical. Moi, j'augmenterais l'interdiction jusqu'au cégep et université. Je suis 100%. Ouais, on peut-tu revenir sur l'université, nos expériences à nous en Le classe? vouvoiement, non, parce que là, Ouais. t'es adulte. Là. Ben, nous... Je pense pas que ça devrait être obligatoire. Je pense juste que tu devrais le faire. Mais je pense pas qu'il doit y Ouais. avoir une loi pour t'obliger. C'est comment dans les universités francophones? Parce que nous, des universités anglophones, le niveau de respect est... Mais anglophone, c'est un peu plus dur parce que c'est you ou you. Donc, Oui, mais... le linguistique, tu le sens mais pas. le niveau de respect envers les professeurs est, je crois, très élevé. Moi aussi, T'sais, côté anglophone, c'est très élevé. C'est doctor, puis c'est, tu sais, on y va avec les formules de politesse, puis tu parles pas à ton professeur comme, j'appellerais pas, même mon superviseur de recherche, que ça fait, tu sais, j'ai eu la moitié de mes cours au bac étaient avec lui, ça fait maintenant 3 ans que je travaille avec lui, tu sais, ça fait au moins 5 ans qu'on se voit, qu'on se parle pratiquement tous les semaines. Je peux pas l'appeler par son prénom. je m'en sens pas. Du moins, tant que je n'aurais pas gradué, je ne serais pas rendu un doctorant. Je ne me sens pas dans la possibilité de l'appeler par son prénom parce que c'est très hiérarchique. Est-ce que dans les universités françaises, pas françaises, mais francophones... Française, oui. Oui, française, oui. Ça, il y a oui, ce niveau-là. française, oui. J'ai des collègues en France et je vous dirais... C'est très hiérarchique. Hein. C'est même pire. Là. Mais est-ce que dans les universités francophones au Québec, est-ce qu'il y a ce système de hiérarchie-là? Est-ce que c'est normal de vous voyer ces professeurs? Est-ce qu'on les appelle par leur prénom? Qu'est-ce qui... Je pense que c'est une question. Je pense qu'il y a des gens qui le font, des gens qui le font pas. Dans les cours d'anthropologie linguistique, dans le département où j'étais, c'était une question qu'on me posait, qui était une bonne question. Sur question, est-ce qu'on tutoie, est-ce qu'on vous voit? Ça va vraiment dépendre. Il y a un respect. Puis il y a un stress aussi des étudiants à parler aux professeurs. Oui, mais ça, c'est comment on leur parle, tout, comment on ouais. les aborde. Mais d'ordre général, il y a un respect. Des fois, il y en a qui vont leur... Le monsieur est peut-être plus important que le professeur. Le professeur n'est pas un titre particulièrement utilisé, mais monsieur, en France, madame. Oui. En France, oui. Au Québec, c'est vraiment monsieur, madame qui, je pense, Okay. domine un peu. Puis beaucoup vont vous voyer, certains tutoyer. Mais je pense que ça va dépendre aussi du milieu d'où on vient. OK. Mais beaucoup de professeurs ne sont pas très affectés par ça. C'est comme ils vont y aller avec ce que les étudiants veulent bien y aller. Du moins, du côté anthropologique, je sais qu'il y en a qui demandent, ça va être monsieur, madame. Il y en a qui c'est fait, la demande est officiellement faite avec le vouvoiement, par exemple. Mais les gens, si un professeur à l'université demande le vouvoiement, les gens vont vouvoyer. Okay. Ça ne crée pas de grande stupeur ou de grande résistance. Je comprends. Et à l'inverse, souvent, les professeurs vouvoient aussi, les étudiants. Ben, moi c'est ça. C'est, mettons, beaucoup de mes professeurs qui parlent français, il y en a quand même dans une université anglophone. Oh oui, j'espère à Montréal. Vous voient leurs étudiants, puis ils demandent à être vouvoyés, puis j'ai l'impression, même moi, devenir professeur, avoir fait un doctorat, j'aimerais ça, là, qu'on m'appelle docteur. Puis qu'on me voit. C'est une position de respect pour laquelle j'ai travaillé. Il y a quand même... je suis pour le respect de l'étudiant en tant que professeur. Chaque professeur doit un respect à son étudiant et il doit lui permettre de s'exprimer dans ses cours et d'avoir une opinion qui est divergente. Mais somme toute, c'est hiérarchique, là.
Oui. Il y a une hiérarchie à l'université qui est Oui, quand puis même... le respect, j'ai aussi un superviseur au Japon Oh, qui, yeah. qui est doctorant de Oxford, OK. qui est une université assez prestigieuse. Ouais. Il me racontait là-bas, les professeurs sont en sueur dans les cours parce qu'ils se font pousser par les étudiants. Il arrive avec des questions bien préparées. Les étudiants amènent un challenge intellectuel majeur dans ce type d'université parce que c'est des cours beaucoup plus petits. Ouais. Donc, puis ils prennent les meilleurs au monde souvent. Donc, il y a ce challenge, puis les professeurs doivent se préparer ultra bien. Il y a un grand respect. Puis c'est cet échange entre professeurs et étudiants qui, oui, il y a un titre, là, professeur-étudiant, mais en fait, ce sont des gens spécialisés, très intelligents ensemble qui Ouais. discutent. Exact. Et il y a ce respect mutuel entre tout le monde. Le professeur doit leader le groupe, c'est un leader Ouais. intellectuel et pousser les gens à la réflexion. Mais les étudiants à Oxford, ce sont les meilleurs, arrivent avec ces réflexions-là. Ouais. Ça, c'est la différence entre des universités comme Oxford et je n'aimerais pas d'autres universités Ouais, mais, pour ne pas froisser qui que ce soit. mais je dirais, moi, c'est mon expérience beaucoup des séminaires de maîtrise et de doctorat ici. Du moins, mon expérience à Concordia, dans mon département, les séminaires, c'est très axé sur le professeur qui dirige la conversation, mais qui participe et qui se fait challenger. Là. J'ai challengé beaucoup de mes professeurs. Je me suis ostiné avec beaucoup de mes professeurs. Puis ostiné, là, on était en gros désaccord, mais toujours dans le respect et dans l'étiquette. Mais le respect était là. Je pense que... Oui, puis c'est ça, quand on parle de liberté académique, ce sont beaucoup ces milieux-là. Oui, au bac, ça peut arriver, mais c'est souvent des cours magistraux. C'est plus difficile à instaurer. Ouais. Puis il y a une distance plus grande entre professeurs et étudiants, alors que maîtrise, surtout doctorat, ben là, la distance est moindre. Ouais. On est face à face dans un cours, souvent une table assez petite, tout le monde en face, puis on discute. Ouais, c'est ça, un séminaire. exact. On a une base de discussion, on va lire un texte, on va regarder un contenu X commun qu'on va discuter après et faire avancer une connaissance, des idées ensemble, Exact. en se challengeant. Exact. Des fois, on est d'accord. Il y a certains principes, mais souvent, c'est dans des détails que ça va... Quoique des fois, j'ai entendu des histoires, entre autres chez les primatologues, ou dans des congrès, ça se crie des insultes comme maudit créationniste. Pour aller de... Non, des fois, il faut aussi... Meilleure insulte. Oui, surtout dans ce milieu-là. Mais oui, c'est une excellente insulte. Mais bref, des fois, ça peut être chaud comme débat. Ouais. Mais c'est important de ramener ça et d'être respectueux quand même. Je suis bien d'accord. En parlant de ramener ça, bonne tangente sur le respect à l'université, j'aimerais qu'on parle des cellulaires à l'université. On a-tu le temps de... Oui, ça fait combien de temps qu'on jase? On peut. Parce que autant que j'ai un problème au secondaire, autant on va avoir un problème similaire à l'université. Exact. On est à 55 minutes. Peut-être que ça va être un épisode un peu long, mais... on va y aller vite. Mais oui, un problème réel. L'utilisation du cellulaire par les étudiants, c'est devenu catastrophique dans les 5 dernières années. Mon expérience au bac, en tant qu'étudiant au bac, versus mon expérience en tant qu'auxiliaire supervisant des étudiants au bac, quel changement majeur. Et là, je vais rajouter un élément contextuel. Les étudiants que je supervise en tant qu'auxiliaire sont des étudiants qui ont vécu le bac à la maison pendant la COVID. Et c'est vraiment particulier de voir à quel point le cellulaire est sur le bureau et qu'ils s'en servent activement devant le professeur. Chose que, quand je faisais mon bac, on se faisait sortir. Ton cellulaire, c'est dans ta poche où tu sors de la classe. Puis là, c'est tellement rendu généralisé que les profs ne se sentent plus en mesure de réprimander les élèves pour ça parce que c'est généralisé comme problème. Oui, c'est commun. Puis, quand tu es un prof, si tu fais ce type de politique, il y en a peut-être qui en ont besoin ou ça s'inscrit dans une prise de notes aussi, des fois. Il y en a qui le font puis qui l'utilisent bien, qui vont appliquer dans tous les cours. Donc, si tu changes leur méthode pour un cours, ça peut nuire vraiment à leur éducation. Donc, c'est un choix qui est difficile si c'est localisé de cours par cours.
Alors que si c'est l'université qui dit pas le droit, ben là, on doit adapter la prise de notes tout le monde de la même manière. Et ça faciliterait, je pense, le travail des professeurs. Exact. Pour en revenir à ton point de tantôt, qui était la décision du ministre Drainville devrait potentiellement inspirer des universités. Les universités, c'est à eux de décider. C'est pas le gouvernement. Exact. C'est vraiment aux universités. Il faut que ça soit étendu parce que c'en est. Puis en tant que personne qui a donné des cours, c'est tellement distrayant. Oui, puis même les écrans ordinateurs, c'était déjà ça peut le faire. Ça peut être problématique. C'était déjà puis c'est pas juste problématique pour soi, parce que souvent, quand tu es en arrière d'une personne qui a un écran puis qui fait de quoi, tu es distrait par ça. Exact. Ça t'affecte, même si c'est pas toi. Mais puis ça affecte le professeur. T'sais, quand on est en avant d'une classe et qu'on vous voit rire à votre écran, on le sait que vous n'êtes pas en train de prendre des notes de cours. Parce que mes cours sur le bouddhisme sont très intéressants, mais je pense pas qu'ils sont aussi intéressants comiques que le chat sur TikTok. Là, non, mais dans le sens que je peux faire rire. Là. Je dois être somme toute comique comme personne. Je me trouve très drôle, personnellement. Mais je pense pas que je suis drôle suffisamment pour vous faire mourir de rire derrière votre écran d'ordinateur. Fait que je le sais que vous êtes en train de regarder des vidéos de chats. Donc, ça me distrait moins. Ça distrait les 4-5 personnes en arrière de vous qui voient votre écran. La rangée en arrière de la personne qui est en arrière de la rangée de l'autre. Puis là, ça fait des rangées de gens qui sont... C'est tellement compliqué à gérer. Ça distrait tout le monde. Puis vous n'êtes pas concentré sur le cours. Oui, que les gens payent. Il faut rappeler, les étudiants payent. Ça, j'ai toujours trouvé ça fascinant. Tu payes pour être dans un cours puis tu n'écoutes pas. Ouais. Mais le problème, c'est pas tant que toi, tu n'écoutes pas. Moi, une personne qui dort me dérange beaucoup moins. Ah ouais, hein? Parce qu'une personne qui dort, c'est juste toi. Ta conséquence, c'est envers toi-même. Les gens ne sont pas déconcentrés par une personne qui dort. À part qu'ils ronflent, évidemment. Mais ça, c'est pas toléré. Habituellement, là, on va réveiller, puis on va réveiller de façon rigolote. Hein? Oui. Donc, ça, c'est à éviter. Mais une personne qui fait juste se coucher, je veux dire, elle nuit à personne. Une personne qui écoute une vidéo, qui rit, ça nuit au monde. Ouais, ça, c'est une autre. Exact. C'est la ligne qui, moi, me... Et le cellulaire, chaque fois qu'il est sorti et qu'on entend vos ongles taper sur l'écran, ça distrait. Ça distrait tout le monde autour, puis pas rien que vous. Le cellulaire est un élément, contrairement à l'ordinateur qui distrait lorsque vous faites des choses qui ne sont pas en lien avec le cours, le cellulaire distrait en tout temps. Tout le temps. Donc, je reviens à notre point de plus tôt. Je crois que les universités devraient se mobiliser et interdire le cellulaire en classe. Oui. D'accord là-dessus. Et oui, et ça m'est arrivé... Pour des raisons tout à fait similaires que primaire, secondaire. Ça m'est arrivé, la concentration. Aussi, là, de sortir mon sel en classe parce qu'il vibre dans ma poche, puis je me dis, tu sais, maintenant, j'éteins le volume pour pas y penser, puis juste de l'avoir, c'est problématique. Donc, il faudrait étendre ça. Ouais. Je pense que notre débat a été très bien. Oui. On va quand même aborder un petit peu ce que je voulais aborder aujourd'hui en termes de théorie. C'est Einstein. On avait parlé au dernier épisode comment ça allait être aujourd'hui. Oui. On va dans un autre monde. Quoique les cellulaires et tout ce qui est satellite, GPS et tout, nécessitent la théorie de la relativité générale. Donc, c'est grâce à Einstein qu'on peut bien utiliser ces items aujourd'hui. Je te crois. Donc, on va retourner un peu dans le temps, moins longtemps que Darwin, parce que là, on parle du début du 20e siècle avec Einstein, sur deux théories qu'il a amenées, une back-à-back, fort intéressantes. La première, la théorie de la relativité restreinte, 1905, si je ne me trompe pas, c'est le début de quelque chose qui va donner être plus grand après. En fait, ce que Einstein a démontré à cette époque, c'est les débuts de cette question de relativité. Il y a deux principes, la théorie de la relativité restreinte. C'est ça serait que rien ne va plus vite que la lumière. La lumière est une constante en termes de vitesse. Mais, deuxièmement, c'est le temps ralentit et les longueurs se raccourcissent plus que les objets se rapprochent de cette vitesse-là. Est-ce que tu me suis, Carl? Parce que le public ne... Ça va. Une des images qui est souvent utilisée pour présenter cette théorie-là, c'est, admettons, tu es dans un avion.
dans le ciel. Il y a un observateur externe qui voit l'avion et qui peut te voir à l'intérieur aussi. Tu es à l'intérieur et tu as une balle. Tu la lances en avant. La balle dans l'avion va peut-être être quoi? 20 km/h? 30 km/h? Pour la personne dans l'avion. Pour la personne externe, cette vitesse va s'accumuler à la vitesse de l'avion. OK. Donc, elle va peut-être aller à 930 km/h. Wow. Pour cette personne-là. Tout un pitcher. Oui, on pourrait dire ça, parce que de ce point de vue-là, la balle va aller très vite. Pas du point de vue de la personne à l'intérieur, par exemple. Donc, ça, c'est déjà l'idée d'une relativité, c'est que les deux réalités sont vraies. Autant la balle va à 10 km/h ou 20, autant qu'elle va à 910 ou 920 km/h. Je comprends. Les deux réalités sont vraies. Maintenant, transformons la balle en lumière et pointons-la vers en haut. Pour la personne à l'intérieur, la lumière va bien aller en ligne droite, assez vite même, parce que c'est de la lumière. La personne, vue de l'extérieur, il va y avoir une petite courbe dans la lumière, dans la manière qu'il va percevoir, due à l'avion qui accélère en même temps. Bien évidemment, si c'est de la lumière puis c'est un humain, il ne verra pas ça parce que ça va trop vite. Mais si on ralentit, il y aura un petit quoi. Et ça, c'est la chose intéressante et c'est ce qui explique finalement dans sa théorie. C'est cette théorie-là dont la fameuse formule E égale mc2 est située. Et c'est ce qui arrive aussi que la lumière, admettons, si on prend le même exemple, on est dans le milieu de l'avion et on prend deux flashlights cette fois-ci. Une en arrière, une qui pointe en arrière, une qui pointe en avant. Pour la personne externe, si l'avion va à une vitesse proche de la vitesse de la lumière, il va y avoir une différence de quand la lumière va arriver en arrière qu'en avant. Donc, même si la lumière va à la même vitesse, la vitesse la plus rapide, il va percevoir qu'il y a une lumière plus lente que l'autre. Ce qui a été prouvé dans des expérimentations par la suite. Je comprends. Ce qui est particulier, hein? On se dirait, bon, si la lumière, effectivement, là, elle va à une certaine vitesse, elle est très, très, très vite. Mais dans certains contextes, dans un contexte assez précis dans la relativité restreinte, c'est une ligne droite. Pas des courbes encore. On n'est pas rendu là. Un objet qui va très vite. Dans ce contexte-ci, on voit qu'il y a un effet sur la lumière, sur l'espace-temps on peut dire. Ce qui amène à parler de la relativité générale, qui est beaucoup plus large, qui aborde de front la question de la gravité. Vas-y. Ah, la gravité. Ah, on la comprenait pas si bien que ça avant Einstein. En fait, on était capable de bien calculer. On percevait ça un peu comme une force. On savait que c'est ça qui faisait tomber les pommes. C'est ça. Exact. On était dans une théorie de Newton. Et quand on lâche l'objet, ben, on dit il y a une force gravitationnelle qui fait tomber. C'était ça un peu la mentalité. Einstein change un peu ça. La gravité, c'est une déformation de l'espace-temps. Et on a peut-être vu, il y a des jeunes à l'école qui ont vu ça sûrement très récemment. Quand on met une toile puis on met une boule avec un poids, il y a une déformation de la toile. C'est ça l'espace-temps. L'espace-temps n'est pas fixe, n'est pas rien. Et la masse, finalement, crée ces poids dans l'espace-temps, ces courbatures qui fait que, par exemple, à l'entour de la Terre, il y a une lune qui tourne. Parce que la Terre est le poids dans cette toile et la lune, plus légère, va tourner autour. Et nous, on va tourner autour du Soleil. Ce petit changement qui paraît assez petit, mais qui est énorme d'un point de vue de la physique, en fait, est un changement monumental dans la manière de penser la physique. De Newton, qui n'avait pas nécessairement tort, là, il était quand même quelqu'un de très intelligent, mais il manquait cette relativité qui a corrigé plein de petits défauts après dans la théorie, mais aussi dans les aspects pratiques, entre autres le milieu nucléaire. La théorie d'Einstein a beaucoup contribué au développement du nucléaire, de l'énergie nucléaire et de la bombe nucléaire. Allez voir Oppenheimer. Il faut aller voir Si Oppenheimer. vous n'avez pas vu Oppenheimer. Mais on doit beaucoup à Einstein sur ces questions-là. Et d'ordre général, c'est une gravité. Sa théorie de la relativité générale amène une autre vision de l'univers. Un univers avec un temps qui n'est pas linéaire, mais courbé. Mais, Michael, à quoi ça sert tout ça? À quoi?
Des fois, on peut avoir de la difficulté à répondre à quoi de la science fondamentale, ça sert à quoi. Einstein, ça a changé beaucoup, beaucoup de choses. Autant j'en parlais de nos GPS, on amène une correction sur le temps. Dans les satellites, on doit ajuster le temps selon la théorie de la relativité générale. Parce que si on amenait le même temps, là, si j'amène une horloge en haut, il va y avoir un décalage qui va se faire avec la Terre. Je comprends. Dû à sa position face à la masse gravitationnelle qu'est la Terre, l'espace-temps est différent. Donc, Évidemment. À l'aide des formules de relativité générale de Einstein, on est capable de régler le satellite pour qu'il nous donne l'information en temps réel au lieu de nous la donner en décalé. Il y aurait il y aurait de quoi de weird avec ça et avec tous ces types de technologies. Et si on veut aussi connaître plus sur l'univers en soi, sa théorie est essentielle. Parce que c'est de cette façon-là qu'on va concevoir le monde. Une conception qui est véritable, qui a été confirmée par des observations et une compréhension de l'espace et du temps différente qui a fait une avancée scientifique en physique et dans d'autres domaines liés à la physique aussi de manière substantielle. Bien, Einstein, on se souvient de lui pour ça. On se souvient de E = mc2. C'est vraiment devenu une figure emblématique, la plus emblématique même des sciences encore aujourd'hui. C'était un homme humaniste qui a pris des positions anti-guerre, qui s'est positionné comme un antiraciste contre la ségrégation aux États-Unis, etc. Es-tu en train de me dire qu'Einstein ne faisait pas seulement de la science? Einstein avait comme pensé que la science devait servir l'humanité pour son bien. Il devait être vraiment pas très enclin avec la bombe atomique. Il a écrit d'ailleurs à Eisenhower pour le déconseiller sur ces technologies. Donc, il y avait ses prises de position. C'est un homme bon qui a fait des révolutions scientifiques majeures et qui amène aussi un autre changement de passé. La relativité, ce que ça nous dit, c'est que finalement, l'univers, il n'est pas absolu, c'est pas de quoi qui est simple, là, qu'on peut observer et tout. Il y a de quoi de plus complexe. Il y a des réalités différentes qui peuvent être vraies. C'est ce que la réalité restreinte vient nous dire. Bref, des points de vue qui peuvent être contraires, mais vrais en même temps. Il y a quand même une limite là, d'applicabilité en sciences sociales. Il faut quand même le dire. Oui. Mais il y a cette réalité physique de notre univers qui existe. Donc, si ça existe en physique, ça peut exister. On peut dire ça existe. Et bon, évidemment, ces théories ont beaucoup, puis des fois, on voit des nouvelles scientifiques passer. Einstein avait raison finalement, 100 ans plus tard. Einstein avait dit, il avait théorisé sur certains sujets, puis on arrive avec la preuve. C'était d'ailleurs sur les trous noirs là, qui ont été pris en photo. C'était d'ailleurs dans cette optique-là. On a prouvé qu'Einstein avait raison, encore une fois. C'est dur de prouver à Einstein qu'il avait tort. Mais ce qui fait que, même encore aujourd'hui, c'est lui l'image de la science. C'est vrai. T'imagines un scientifique, là, on peut parler au public. Scientifique, vous pensez à qui? Einstein risque d'être dans les premiers. Puis c'est aussi personne intelligente. Einstein arrive dans les premiers, comme l'expression. T'es pas Einstein, C'est lui qu'on associe à l'intelligence, à la science. Et c'est tant mieux parce que c'était une bonne personne. Avant cet enregistrement-là, on avait lu aussi un texte sur lui suite à la Seconde Guerre mondiale qui critiquait entre autres le système économique et l'accumulation de richesses qui est propre cette accumulation de richesses propre aux capitalistes. Il y a d'autres systèmes qui font aussi de l'accumulation de richesses. Là, ils ne seraient sûrement pas d'accord avec ça aussi. Mais il critiquait ça et proposait évidemment des solutions pour l'époque. Chose qui ne serait plus vraiment à jour. Mais la critique est toujours à jour, par exemple, de cette accumulation qui n'a rien de bon pour l'humanité. Donc, c'est intéressant parce que Einstein n'a pas écrit beaucoup en sciences sociales ou qui touche aux sciences sociales, mais il a écrit et il serait aujourd'hui considéré comme un woke suprême. Oui, puis je pense que c'est quelque chose qui est très peu su parce que même moi, quand tu m'as envoyé le texte d'Einstein sur le écrit en 1949. J'étais surpris. Je n'avais pas conscience de ces genres d'écrits-là de la part d'Einstein. Mais c'est intéressant à savoir. Puis ça lève la question, est-ce que
est-ce qu'un homme de science dure doit se limiter à se positionner seulement sur la science? Surtout actuellement, en termes de changement climatique, beaucoup de gens en physique, sciences de l'environnement, vont prendre cette distance politique, science, OK, on est séparés, ce qui est un peu dû à une certaine constitution moderne. Exact. Einstein ne l'a pas fait. Surtout qu'il a vécu, hein, il a dû fuir l'Allemagne nazie. Ouais. Il a vécu les horreurs il était aussi très critique du nationalisme, là, évidemment. Quand on sort de cette crise qu'est la Seconde Guerre mondiale, c'est un peu dur d'être pour. Oui, exact. Donc, il critique ça. Critique l'accumulation de la richesse qui est néfaste. Et on est encore, ces critiques-là peuvent encore être valables aujourd'hui. Les solutions doivent être repensées parce qu'on n'est plus en 1949. Tout simplement. Donc, lui était pour un socialisme. Il y a des critiques à émettre là-dessus, mais vu qu'on n'est plus du tout à cette époque, les solutions proposées peuvent être prises en considération, mais je pense pas que ce sont les plus importantes. Suite à la mondialisation exact. On a vécu, c'est dur d'appliquer des théories pré-mondialisation. Oui. Puis surtout que c'est même pas des théories, c'est des idées contextualisées dans un certain milieu après la guerre en Europe. Donc, mais les critiques valent la peine. Et l'homme qu'Einstein a survécu, là, puis il survivra encore longtemps. L'image qu'il a, le bienfait qu'il a fait pour la science et pour, finalement, la société. Évidemment, là, c'est un peu dommage. Ses recherches ont contribué à la bombe atomique et à l'armement atomique qui a suivi pendant la guerre froide. Vu que c'est de la science fondamentale. On ne choisit pas ce qu'on fait avec la science fondamentale. Mais il y a beaucoup de bien. Avec l'homme vient l'hommerie. Hein. Mais il y a beaucoup de bien qui est sorti d'Einstein, de cette théorie. De ce qu'on a aujourd'hui, on y doit quand même beaucoup. C'est un homme de science extraordinaire qui inspire encore beaucoup de gens, je pense. Ben oui, puis qu'on est encore capable de dire il avait raison. Oui, puis on va sûrement être capable de continuer. Dire, hey, Einstein avait encore raison. Ah oui, ça se peut que ça arrive. En physique quantique, c'est un peu différent, parce qu'il y avait un rapport un peu presque conflictuel, mais il a aussi contribué à la physique quantique. Malgré tout, il était en communication avec des scientifiques de ce domaine à l'époque. Incroyable. Donc, quel homme. C'est pour ça que je voulais en parler. C'est un monument. Et je pense que tout le monde qui est éminemment proche des sciences a un petit peu d'admiration, je pense, pour lui. Exact. Donc, je pense qu'on arrive à la fin. Oui, je pense qu'on a déjà assez parlé. Voilà, c'était très bref, une rapide description de. Ah oui, j'aurais dû prendre plus de temps, mais il y a sûrement des erreurs aussi. Écrivez en commentaire les physiciens, s'il vous plaît. Oui, parce qu'on vous rappelle qu'on est. En physique. C'est ça, on est tous deux en sciences sociales. On aime ça, mais on n'est pas en physique quand même. Exact. On aime les sciences, point. Ouais. Donc, on va revenir. On revient aussi avec des théories en sciences sociales. On va être un peu plus à l'aise dans la présentation de la théorie. Mieux équipé. Mais j'y tiens. C'est quand même des gens qui ont eu un impact majeur sur toute forme de science. Sur l'humanité au complet. Ah oui, surtout Einstein est peut-être la figure scientifique une des plus importantes de l'histoire de l'humanité. Il y en a d'autres ailleurs dans le monde aussi. Là. On n'est pas obligé de prendre l'Occident. Des grands créateurs, des gens très intellectuels qui ont révolutionné des connaissances. Oui. Et aussi la société. Exact. Dans son cas. Donc, grand homme. Même si c'était pas si grand que ça, physiquement. Mais quel homme. On a tous l'image en tête d'Einstein, surtout la fameuse photo de la langue sortie. Exact. Donc, il continue dans l'imaginaire et il a survécu encore aujourd'hui dans nos esprits. Et dans nos théories, surtout pour nos physiciens qui étudient l'univers. Exact. Il survivra encore longtemps. Oui. Et sur ça, on se dit à la prochaine fois, cher public. Et d'ici là, tenez-vous bien. Merci.